Alors qu'on l'appelle Haketiya au nord du Maghreb, Judaismo dans les Balkans ou Ladino ailleurs, il s'agit en réalité d'une seule et même langue parvenue jusqu'à nous, avec de rares modifications en fonction des régions, résultant de pérégrinations successives à travers tout le bassin méditerranéen. Je mettrai incidemment ce soir de parler de judéo-espagnol utilisé dans le sud de l'Inde jusqu'à une date récente. J'imagine que beaucoup d'entre vous ignorent qu'il y a une communauté au Kerala d'origine judéo-espagnole, n'ayant jamais eu accès ni à ses locuteurs ni à son lexique pour pouvoir réaliser une étude comparative de qualité. Donc je vais me concentrer essentiellement sur les régions européennes où je me suis rendu ces 7 dernières années. D'un point de vue syntaxique, la forme varie peu de l'espagnol, entre les différentes variantes que nous venons de citer précédemment. Et on va dire que l'intercompréhension est rendue assez aisée par l'usage d'un vocabulaire sensiblement similaire à celui aujourd'hui utilisé en péninsule ibérique. Il convient néanmoins de noter quelques singularités qui font tout le charme justement de cette langue ladino, telle que nous l'appellerons désormais dans la suite de notre exposé pour davantage de communauté. D'abord, la conservation de traits semblables avec le vieux castillan, qui avait cours à la fin du XVe siècle, période lors de laquelle les Juifs d'origine ibérique ont été expulsés, ont été contraints de quitter l'Espagne, d'abord vers le Portugal, puis vers d'autres régions européennes, à l'issue de la proclamation du décret de l'Alhambra par les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, dont vous avez ici l'exemplaire photographié, mais de l'original, estampillé donc par les rois catholiques, qui sommaient dans les semaines à venir les Juifs de quitter le territoire en laissant l'essentiel de leurs biens, ou alors de se convertir à la religion catholique. Excusez-moi. On entend encore clairement, par exemple, dans la langue ladino, les fricatives sonores, le V, le Z, ainsi que les chointantes, le ch, le j, de l'espagnol médiéval, dont la phonologie a changé au cours des siècles ayant suivi l'expulsion des Juifs d'Espagne. Pour les hispanophones, ce discours que je suis en train de tenir et qui va nous occuper pendant ce premier quart d'heure, qui est un petit peu de la linguistique pure, sera audible. Effectivement, en espagnol aujourd'hui, on ne prononce plus le V, on dit B. Quand on dit par exemple vives, du verbe vivre, ce sont 2 V qui sont utilisés, et pourtant on entend le son B. Il y a eu des déformations phonologiques au cours du temps qui n'ont pas affecté la langue ladino, qui elle s'est maintenue telle qu'on l'a parlé au XVe et au XVIe siècle. Si aujourd'hui, en gros, Cervantes, le père de Don Quichotte, venait parler avec des ladinophones, il se sentirait quasiment à la maison. Le son guttural correspondant donc à la jota, qu'on connaît tous dans l'espagnol contemporain, est également absent du ladino. Le re se prononçait à la fin du Moyen-Âge, ch, et vous le savez, puisque aujourd'hui, le fameux Don Quijote se prononce en français Don Quichotte, puisque nous avons récupéré ce conte populaire à une époque où le son se prononçait différemment. Donc nous avons conservé cette tradition, nous aussi en français, de prononcer de manière ladino, on va dire, ou à la manière de Cervantes, le son ch. Autrement appelé donc Don Quijote du côté des Pyrénées. La caisse, par exemple, pour donner un autre modèle, la caisse où on achète se dit la cacha, alors qu'en espagnol moderne, elle se dira la caja. De même, le S espagnol, qui produit aujourd'hui le son S, est resté à son état primitif d'alvéolaire voisé, se prononçant tel que notre Z français. Il faut donner des exemples. Par exemple, la mesa espagnole se dira la meda à Istanbul ou à Sarajevo, ou encore la casa, la maison, qui se dira la casa, et qu'on écrira K-A-Z-A, puisque la retranscription du ladino se fait de manière très phonétique. Enfin, le V continue de se prononcer à l'instar de l'espagnol parlé en Amérique latine comme un V, alors qu'il s'est mué en bilabial voisé sous la forme d'un B sonore en espagnol moderne, comme je vous l'indiquais précédemment. On dira ainsi pour le verbe « je chantais » cantaba, là où on prononçait cantaba, là où on prononcera cantaba à Barcelone. La confusion entre certaines nasales telles que le N et le N apparaît également de façon remarquable. On dit muestro pour dire
notre, nos, alors qu'on dira nuestro en espagnol. L'usage également d'un diminutif en Iko. Alors moi, quand je partais à Istanbul, j'avais le sympathique surnom de Manuel Iko, puisque Iko, ça veut dire petit Manu. Il m'appelle Emmanuel, donc c'était Manuel Iko. Eh bien, de la même manière, vous allez retrouver, par exemple, dans Le Petit Prince, El Principito. Et vous remarquerez à cette occasion, puisque je trouvais intéressant cette couverture, que la langue judéo-espagnole se retranscrit en graphie, rachi. Chaque langue juive a décidé de prendre une graphie spécifique pour être facilement reconnaissable. Et bien, les locuteurs du ladino ont récupéré ce qu'on appelle l'écriture rachi, qui, au passage, n'a rien d'une écriture ayant existé à l'époque de Rachi au XIe siècle, puisqu'elle n'est apparue que 3 siècles après la mort de cet exégète qui a vécu de 1040 à 1105. Bon, on a appelé ça l'écriture Rachi. Notre célèbre commentateur serait un peu perplexe, puisque lui-même n'a jamais écrit dans cette graphie. Du point de vue du lexique, on retrouvera, comme dans toutes les langues juives, l'usage de mots hébreux, comme vous l'imaginez bien, principalement cantonné au vocabulaire du domaine religieux. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, par exemple, si vous demandez à voir en Turquie le rabbin, il faudra parler du chacham, terme tellement connu qu'il est rentré dans la langue turque. Le grand rabbin d'Istanbul s'appelle Chacham Başı, qui veut dire la tête du rabbin, littéralement, mais qui en fait est un usage récupéré du ladino, chacham n'étant pas seulement le sage, comme en hébreu contemporain ou même dans l'hébreu talmudique, mais étant également le terme désignant le rabbin. La synagogue se dit Ilkal, et il y avait une synagogue très célèbre à Sarajevo, qui malheureusement a été détruite par les nazis au cours de l'occupation de la Bosnie-Herzégovine, enfin ex-Yougoslavie, qui s'appelait Ilkal Grandi, qui veut dire la grande synagogue. Ilkal, eh bien c'est la déformation du mot kahal, qui veut dire une communauté. Mais par évolution sémantique, eh bien l'acception qui en est connue aujourd'hui dans les communautés ladinophones, c'est synagogue. Pour citer quelques termes hébraïques en usage à Istanbul, on dit seichel, qui vient de sechel pour dire l'intelligence, braha pour dire la bénédiction. On retrouvera également des mots provenant de différents pays dans lesquels les juifs espagnols ont trouvé refuge au cours de leur exil. Et en premier lieu, des mots originaires du Portugal, puisqu'en 1492, lorsque les juifs ibériques sont expulsés par les rois catholiques, ils tentent de se réfugier dans la province voisine, qui était beaucoup plus vaste que le Portugal tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est important de le comprendre pour la suite de notre propos, qui comprenait également l'actuelle Galicie espagnole, et où ils vont être tranquilles pendant 4-5 années, pas plus. En 1497, Manuel Ier du Portugal décide à son tour, probablement sous la pression de ses voisins espagnols, de renvoyer les juifs qui étaient venus s'abriter, et au passage en profite pour saisir les biens et les richesses qu'ils avaient accumulés en faisant de nouveau l'enrichissement du pays qui les avait accueillis. Ces juifs qui sont passés par le Portugal vont en garder des traces dans leur langue. Alors, qu'est-ce qu'on en retrouve? Eh bien, par exemple, le verbe parler. Là où en espagnol on dit hablar, eh bien, on va dire favlar ou falar, selon les traditions ladinophones. Eh bien, ça vient directement du portugais. Quand on dit aujourd'hui en portugais, parles-tu portugais, on dit falas português. Donc, on retrouve cette forme issue du galicien et du portugais médiéval. Ces mêmes ladinos, pour dire le mot encore, disent ainda ou dainda, alors qu'en espagnol, on dit aún. D'où vient donc cette expression ainda? Eh bien, du portugais et du galicien, là encore. Pour parler de la fille ou du fils, on dit filla, fillo. Pour ceux qui parlent espagnol, vous savez que ce n'est absolument pas les mots que l'on retrouve à Barcelone ou à Madrid, là où on dira hijo, hijo. Enfin, dernier exemple, malfadado, qui veut dire la mésaventure, et qui ne se dit là encore pas de la même manière en espagnol. Ceux qui ensuite ont trouvé refuge en Italie, temporairement, s'y sont acclimatés, ont essayé également de parler l'italien. Et certains mots sont rentrés dans le ladino à cette époque. On va y retrouver par exemple le terme travailler.
Bon, je sais, ça paraît une aberration, travaille-t-on plus en Italie? Je ne me lancerai pas dans le débat, mais ils ont récupéré à cette occasion le terme lavoro, qui veut dire travailler, qui a donné en français le mot labeur, laborieux. Du turc, là on revient à ma spécialité, que trouve-t-on? Eh bien par exemple bulbul. Bulbul qui signifie le rossignol. Alors bulbul a donné en ladino bilbilico. Alors vous me direz, mais pourquoi le rossignol? Eh bien parce que le rossignol c'est un oiseau célébré dans la culture ladino pour ses vertus vocales. Et en effet, la culture ladinophone, c'est d'abord une culture du chant, une culture du patrimoine liturgique, comme on le verra dans la seconde partie. On retrouve aussi de singuliers métissages, tels que le terme poulimlik, qui désigne les Mishloach Manot. N'allez pas parler de Mishloach Manot en Turquie, vous ne serez pas compris. On parle de poulimlik. Poulim, c'est le terme issu de l'hébreu, et lik veut dire ce qu'on met dedans. D'accord? Quand vous dites par exemple kitapnik, en turc, ça veut dire une bibliothèque, littéralement là où on range des livres. On retrouve de cette langue également le mot paras. Paras vient également du turc, on dira para. Alors, je vous l'indique, si vous allez à Istanbul et que vous trouvez que quelque chose est trop cher à votre goût, n'hésitez pas à dire oh, çok para. Ça veut dire ça, c'est un peu trop élevé pour moi. On retrouve également pour désigner la vaisselle le terme chini. Alors, chini en turc a une autre acception, ça ne désigne que la porcelaine. Et vous l'entendez, chini vient du mot chin, qui veut dire la Chine, China. C'est effectivement la porcelaine qui a inspiré le monde ottoman à partir du 15e, 16e siècle, qui a inspiré les fameux zizniks. Et donc il n'est pas étonnant qu'ils aient récupéré ce terme pour désigner ce matériau qu'ils ont ultérieurement utilisé pour orner leurs mosquées, orner les tulbés, les fameux mausolées ottomans, et qui s'est retrouvé d'une manière simplifiée pour désigner l'ensemble de la vaisselle chez les juifs hispanophones. Enfin, le quartier Mahalé. Alors Mahalé provient de l'ottoman Mahalé, donc le H est tombé, un peu trop difficile sans doute à prononcer pour ces gens originaires d'Europe, lui-même emprunté à l'arabe, ou encore le verbe peindre, boyadeal, qui vient du turc boyamak. On pourrait citer de nombreux autres termes encore pour prouver, comme par exemple jomerto, du turc jumert, qui veut dire généreux, ou ajideal, c'est pour dire que quelqu'un s'apitoie sur le sort d'un tel, qui vient du terme adj, le fait d'être en deuil. On peut donc affirmer que le ladino est le reflet de l'histoire de ses locuteurs. Et si le nombre de ceux qui le parlent aujourd'hui ne cesse de régresser à l'échelle de la planète, notamment en raison d'un défaut de transmission intergénérationnelle, il reste notable que cette langue continue d'être employée au quotidien par 90 000 à 110 000 personnes à travers le monde, désormais principalement installées en Israël, mais également en diaspora, à l'instar de la France où de nombreux juifs originaires du Maroc, de Salonique, de Turquie, se sont établis et y ont fondé des clubs, des associations et de nombreuses publications à partir du début du XXe siècle. Il serait dommage, par ailleurs, d'oublier d'indiquer que le ladino est proposé à l'enseignement des langues orientales de Paris, la fameuse INALCO, ou Langso, et qu'il s'agit là d'une exclusivité puisque la France est le seul endroit où il est possible d'obtenir des UV validant des acquis universitaires dans cette langue, et c'est la raison pour laquelle même les Allemands ont des liens avec l'université de l'INALCO de Paris, mais également avec Aix-en-Provence qui propose 2 UV par alternance. J'en viens donc maintenant, alors, ça c'était pour montrer effectivement votre journal LMASL qui s'intéresse à la journée internationale du judo espagnol à Istanbul, Dia Internacional del Ladino Espagnol en Istanbul, et cette fierté justement de montrer que cette langue ne s'éteint pas, qu'on continue à organiser des événements en son honneur et permettant de mettre en lumière cette tradition qui se transmet depuis voilà, près de 6 siècles. Alors, ça on va le mettre après. On va le mettre après, excuse-moi. On passe à notre grand 2. Une communauté qui a imprimé sa marque dans l'espace et les pratiques. Alors j'aimerais tout d'abord aborder la question avec vous de la liturgie et des pratiques religieuses, une question qui m'est chère, puisque je me l'indiquais précédemment, j'ai également une formation en Khazanout que j'ai suivie
auprès du consistoire de Paris lorsque je vivais dans la capitale. Et donc je me suis intéressé à cette liturgie judéo-espagnole qui est parmi l'une des plus belles dans le monde. En effet, entre le Xe et le XVe siècle, l'Espagne a été le plus grand centre de production de poésie religieuse hébraïque. Des milieux de piyutim, c'est-à-dire des poèmes liturgiques, ont fleuri au contact de la poésie arabo-andalouse, qu'on appelle notamment des qassidas. Alors, j'ai oublié à cette occasion de vous distribuer une petite feuille. Je vous ai préparé avec du vocabulaire et une bibliographie indicative, de sorte à ce que vous puissiez mieux suivre si les termes venaient à ne pas être compris. Je vous propose de faire passer cette feuille. Ces piyutim, donc ces chants liturgiques, sont devenus progressivement partie intégrante de la liturgie traditionnelle juive. On va faire passer. Après l'expulsion d'Espagne de 1492, vous n'avez pas eu. Après l'expulsion d'Espagne de 1492, ces chants ont migré avec les exilés vers l'Afrique du Nord, aussi bien que vers le Proche-Orient, de sorte que dans la seconde moitié du XVe siècle, de puissants courants mystiques ont favorisé la création et la propagation d'une multitude de poésies en hébreu ou en araméen, basées sur des chants populaires turcs ou espagnols. En fait, tout fidèle pouvait, à cette période, utiliser la mélodie de son choix du moment qu'il l'investissait d'une intention spirituelle, d'un sens religieux. On va dire que le judaïsme était peut-être plus ouvert qu'à notre époque contemporaine, où il y a davantage de coercition. Il en va ainsi du magnifique piyut Scalerico d'Oro, entonné dans les communautés ladinophones à l'occasion des Kiddushin lors d'un mariage juif. Martine. Merci. Martine. Scalerico d'Oro. Non, l'autre. Ah, merci. Il y a des petits problèmes techniques. Pardon. Voilà. Les élèves du direct. Ah bah oui, bien sûr, mais ils ont des films tant qu'à faire. Spoilons la suite de la conférence. Spoiler. Voilà. Calericado. Là, vous avez, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette vidéo et qu'il était important que vous puissiez la voir en même temps qu'il y a la mélodie. Vous avez les habits traditionnels des juifs ibériques, ainsi qu'ils étaient portés au moins jusqu'aux années 1940 en Turquie ou en ex-Yougoslavie.
ce magnifique piout qu'on appelle Scagliere d'Oro, entonné dans les communautés ladinophones, comme je vous le disais précédemment, à l'occasion des Kiddushin, donc le moment où les deux êtres se jurent fidélité et décident de se réunir pour le mariage, continue d'être entonné à des endroits où on pourrait ne pas s'y attendre. Enfant, je l'ai entendu des dizaines de fois lors de mariages à Strasbourg, puisque le chœur de la grande synagogue de Strasbourg, qui pourtant n'est pas de tradition ladino, a décidé de l'intégrer à son répertoire liturgique et l'entonne de manière systématique lorsque les mariés effectuent leur serment. Alors on entend dans cette chanson Venimos a ver, nous sommes venus voir, Venimos a ver, nous sommes venus voir, qui, y gocen, y logren, y tengan mucho bien. Nous sommes venus voir le fiancé et sa future épouse et nous leur souhaitons beaucoup de bonnes choses. Voilà ce que dit ce splendide texte qui peut également être entendu encore, bien sûr de manière plus évidente, en Turquie ou encore à Belgrade en Serbie. On peut couper? Martine? Je vous propose d'entendre un deuxième air également très connu dans le monde ladinophone, mais que vous reconnaîtrez probablement parce qu'il a fait florès dans de très nombreuses communautés séfarades de par le monde. C'est Cuando el rey Nimrod, qu'on pourrait traduire par quand Nimrod était roi. Alors, en réalité, on ne parle pas tellement de Nimrod dans cette chanson. Si vous écoutez les paroles et que vous comprenez un petit peu l'espagnol médiéval, eh bien, vous y entendrez davantage l'histoire relatée de la naissance d'Abraham. En fait, c'est un hymne à la gloire du premier prophète monothéiste. Là, vous avez vu des anciens quartiers juifs de péninsule ibérique. On retrouve également des spécificités dans des endroits où on ne s'y attendrait pas nécessairement. Par exemple, j'ai découvert dans un excellent ouvrage que je vous recommande tout à fait, Les Trésors de la table juive, publié par Martiniana ici présente, une tradition dont je n'avais pas connaissance avant d'écrire ma conférence. Il semblerait qu'en Syrie, on relève un usage particulier lors de la fête de Hanouka, où le premier soir, il est de coutume, notamment dans les communautés d'Alep et de Damas, d'allumer 2 bougies. Alors vous me direz, c'est pas très courant et surtout pas tout à fait la pratique usuelle, hein, puisque à Hanouka, pour le rappeler éventuellement aux gens qui ne le sauraient pas, il est de tradition d'allumer une bougie supplémentaire chaque soir, en commençant le premier soir avec une bougie, le deuxième soir en continuant avec une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au 8e jour. Eh bien, on en allume 2. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la communauté juive syrienne a, semblerait-il, bien accueilli ces juifs immigrés d'Espagne, venant de loin, et qui étaient un petit peu en perte de repère, et qui, en remerciement, depuis plus de 4 siècles, continuent de réaliser cette pratique en commémoration, en souvenir, pour le chaleureux accueil qu'ils ont reçu. L'œuvre exégétique publiée en ladino la plus célèbre est assurément le Me'am Loez,
qui signifie d'un peuple étranger, et on comprendra tout de suite mieux le sens de ce titre. Cette œuvre, comme beaucoup de gens croient, d'origine ashkénaze, en raison des très nombreux sur-commentaires dont elle a fait l'objet en Europe de l'Est, est en réalité le travail encyclopédique d'un rabbin ottoman, originaire de Turquie, mort peut-être trop tôt. Rédigé dans la première moitié du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, excusez-moi, par le talmudiste Yaakov Kouli, vous avez son nom qui est indiqué ici. Pardon? C'est le titre de son livre. Oui, c'est le titre qu'il a donné à son œuvre au XVIIIe siècle. Et ce rabbin ottoman qui est mort en Turquie, en Turquie actuelle, n'a eu le temps de rédiger le commentaire que des deux premiers livres de la Torah, alors qu'il espérait pouvoir effectivement réaliser l'intégralité du commentaire. Bon, rien que pour les deux premiers livres, la somme de commentaires qu'il a réalisé est déjà impressionnante, et il est décédé aux 3/4 du livre de l'Exode, de sorte que ses disciples ont poursuivi pendant une quarantaine d'années après son décès l'œuvre de leur maître, qui n'a été terminée que dans les années à peu près 1770-1780. Alors pourquoi ce commentaire est-il resté aussi célèbre, me direz-vous? Eh bien peut-être parce qu'il est conçu comme une encyclopédie populaire du judaïsme. Il est destiné à un public qui ne parle pas l'hébreu, mais qui souhaite conserver ses rites et ses traditions dans une Turquie frappée 50 ans plus tôt par l'hérésie sabbatéenne. Alors le sabbatéisme, justement, parlons-en. C'est une secte initiée au XVIIe siècle par un talmudiste rebelle du nom de Sabbatai Tzvi. Le sabbatéisme, ayant une vocation prosélyte, a rapidement dû rentrer en clandestinité. Ses membres ont néanmoins conservé une partie de l'héritage juif en secret, sous des extérieurs les assimilant à des musulmans. À l'heure actuelle, il est très difficile de les dénombrer. Certains parlent de 20 000, d'autres parlent de 200 000 en Turquie actuelle. Le fait est que, dans la seconde moitié des années 90, les deux derniers ministres des Affaires étrangères étaient des sabbatéens. L'un des plus connus étant par exemple Ismail Jem, qui a failli prétendre au titre suprême de Premier ministre à une époque où en Turquie, fin des années 2000, là notre dictateur Erdogan a changé un petit peu la donne, puisqu'il a donné des titres, des pouvoirs plus importants au président, mais à la fin des années 90, eh bien, être Premier ministre, c'est être au sommet de l'État en Turquie. Ismail Jem a failli se hisser à ce poste tant convoité, mais c'était sans compter certains musulmans qui sont venus lui rappeler que cela ferait mauvais genre dans un pays à 99% musulmans d'avoir un sabbatéen, c'est-à-dire d'avoir finalement un marade, d'une certaine manière, à la tête d'un pays de culture islamique. Il y a un nom, ils ont un nom spécifique. Les Donmé. Alors, j'évite d'employer ce terme qui est d'une vulgarité. Oui. En fait, eux préfèrent qu'on les appelle les sabbatéens, puisque ça rappelle effectivement l'origine de leur maître. Sabbatai dit que vous voyez ici présent, c'est la seule représentation qu'on connaisse de lui. Donmé en turc, qui a donné aussi, donc ça vient de la racine dönmek, qui veut dire tourner. Aujourd'hui, dans le sens contemporain, ça veut dire un sodomite. D'accord? C'est un homosexuel passif. Donc c'est un terme qui est d'une extrême vulgarité et qu'ils ne veulent, pour les raisons que vous comprenez, plus entendre. Donner littéralement à l'origine, ça veut dire celui qui s'est retourné. Vous retrouvez la même racine dans Doner Kebab. Hein? Ah oui, parce qu'il tourne sur lui-même ce bout de viande. Alors, la plupart d'entre eux, pour passer de manière plus discrète, se font qualifier de musulmans sur leur papier d'identité. C'est la raison majeure qui explique qu'on peine tant à les dénombrer. Pour autant, leur nom rappelle souvent leur origine, puisqu'ils ont des prénoms ou des patronymes qui indiquent clairement de quelle famille ils sont issus. Certains sabbatéens ont conservé de leurs origines judéo-espagnoles une prière en ladino notamment, qu'ils récitent au lever du soleil en se tournant vers la mer, et ils disent « Sabbatai Tzvi, esperamos a ti ». Sabbatai Tzvi, nous t'attendons, puisqu'ils sont dans une vision messianique, et que pour eux, il était le Mashiach tant attendu. Donc ils pensent qu'il va revenir, et que la traîtrise dont il a été accusé, puisque l'histoire est simple, à la fin du XVIIe siècle, il est convoqué par le sultan, qui lui dit « Je te laisse le choix. Soit tu te dédies, tu te convertis publiquement et officiellement à l'islam,
soit je te décapite en place publique et j'en fais de même avec tous tes disciples. Et Sabbatai a préféré se convertir à l'islam, laissant le choix à ses disciples d'opter pour la solution qui leur conviendrait le mieux. La majeure partie d'entre eux ont préféré effectivement une conversion de façade, tout en conservant des traditions juives qui se sont pérennisées au fil du temps dans ces familles qui ont maranisé, un peu comme lorsque vous entendez parler des chuetas ou des maranes d'origine espagnole en raison de l'Inquisition. Mais là encore, la pratique religieuse messianique propre à cette congrégation syncrétique est en nette diminution et ne se limite aujourd'hui plus qu'à un petit groupe de personnes âgées, notamment à Istanbul et Izmir. Passons maintenant à un sujet un peu plus joyeux, la gastronomie. Et je sais que vous commencez à avoir faim, les estomacs grognent, parlons de choses qui fâchent. Alors, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, apparaissent des plats aux consonances espagnoles, indiquant clairement leur origine tant historique que géographique. Nombreux sont les juifs grecs d'ascendance espagnole à s'être installés au cours du 19e siècle, par exemple en Égypte. Il n'est pas étonnant dès lors d'y retrouver un plat s'intitulant batata sofrito, qui est à base de pommes de terre, de safran et de cannelle. En Grèce, justement, existe également une délicieuse recette dont le nom ne fait pas mystère non plus quant à ses origines, le pescado con tomati pimenton, guère dissemblable d'un bacalao portugais, aromatisé aux tomates et aux poivrons, tel qu'on pourrait aujourd'hui le trouver dans la région de la Galicie ou à Lisbonne. Mieux encore, et là j'espère vous étonner et vous apprendre quelque chose, le fameux fish and chips. Mais vous allez me dire, mais non, c'est anglais, c'est ce qu'on nous sert justement sur le ferry lorsque l'on rejoint la perfide Albion. Eh bien, sachez que nos chers voisins d'outre-Manche consomment un plat qui aurait été introduit sur l'île par des juifs originaires d'Espagne et du Portugal au cours du XVIIe siècle, lesquels consommaient du pescado frito accompagné de pommes de terre apportées par les navires espagnols depuis les Amériques. Sur l'île grecque de Corfou, dont la communauté juive ladinophone a payé l'un des plus lourds tributs au cours de la Shoah, on retrouvait un plat également appelé sofrito. Alors si le terme est employé aujourd'hui dans le monde hispanophone pour désigner toutes sortes de plats frits, eh bien il qualifie sur l'île de Corfou, à l'ouest de la Grèce actuelle, un plat mijoté à base de veau dans une sauce de vin blanc à l'ail, généralement accompagné de riz. Enfin, parce qu'il ne faudrait surtout pas oublier les desserts, à l'heure où nos estomacs commencent à la famine, eh bien il faut parler des panuelos, ou que d'autres appellent également les bimuelos, qui viennent de l'espagnol binuelos, préparés par les juifs séfarades de Turquie, notamment pour la fête de Pessah, et qui est composé à partir de farine de matzah. Mais pas forcément de farine de matzah, puisque j'ai découvert, à l'occasion de mes recherches, que certains le mangent également avec saupoudré de cannelle à l'occasion de la fête de Hanouka. Les mantecados, que j'ai l'habitude de préparer à l'occasion de mes Michou Armanot, de mes Pourimik, maintenant que vous connaissez le terme, sont des petits biscuits sablés, parfumés à la cannelle ou au zeste de citron. Et ces spécialités que l'on retrouve donc dans les cadeaux que l'on offre lors de la fête de Pourim, depuis le Maroc jusqu'à la Turquie, en passant par l'Égypte, eh bien, sont des pâtisseries typiques d'Andalousie. Ils se mangent généralement dans cette région du sud de l'Espagne à la période de Noël, et le terme, en fait, provient de l'espagnol manteca, qui signifie de la graisse, car à l'origine, eh bien, ces gâteaux étaient préparés à base de saindoux, ce qui était totalement non cachère, mais les juifs d'origine ibérique l'ont adapté à leur sauce pour en faire des plats consommables selon la halakha. Ils ont également récupéré les célèbres fazuelas, qui ont nos tables de fête, qu'on appelle également fijuelos, en fonction des origines d'où proviennent les personnes qui parlent le latin. On le voit donc, le nomastique, dans notre cas présent, au travers des noms de préparation culinaire, nous indique clairement la diffusion de la gastronomie des Juifs originaires d'Espagne et du Portugal. Pas une terre séfarade n'est épargnée. Les noms hispanisants se retrouvent d'un bout à l'autre du bassin méditerranéen, que ce soit pour agrémenter les plats, les composer ou les terminer. Depuis les hors-d'œuvre jusqu'au dessert, le monde ladinophone accompagne chaque fête
et rappelle l'influence exercée par les expulsés d'Espagne dans les terres qui les ont accueillis. J'en viens maintenant à l'architecture. Il y a un patrimoine synagogal et culturel vraiment méconnu dans le cas des anciennes provinces ladinophones, et j'espère aujourd'hui pouvoir vous donner suffisamment de plaisir et d'envie d'aller visiter ces terres qui malheureusement ne sont pas nécessairement sur les itinéraires touristiques que l'on fréquente. Pourtant, c'est en direction d'Eretz Israël. On l'a vu au cours des 2 premières parties d'un bout de l'Europe, le monde judéo-espagnol a essaimé, voire même au-delà, si l'on compte la petite communauté qui s'est établie dans le Kerala, au sud de l'Inde, ou encore les communautés des Caraïbes, eh bien, on voit qu'il a essaimé partout, autour du bassin méditerranéen. Contraint par le temps, je vais me limiter vraiment aux synagogues d'Europe pour cette conférence, puisqu'elle continue aujourd'hui encore de perpétuer l'héritage du judéo-espagnol, y compris dans la liturgie et dans le parler des fidèles qui fréquentent ces petites synagogues du bassin méditerranéen. En Turquie, par exemple, la synagogue Neve Shalom, qui signifie oasis de paix, eh bien, cette synagogue, qui est la plus grande d'Istanbul, alors il y a un fantasme qui circule sur Internet selon laquelle on pourrait y accueillir 2000 personnes, même en y cherchant bien, et pour m'y être rendu plusieurs fois, je pense que si elle en contient 500, c'est déjà beaucoup. Mais les Turcs ont une tendance souvent à grossir le trait. On le voit d'ailleurs dans la géopolitique actuelle. Elle est la synagogue la plus centrale, mais aussi la plus grande de Beyoğlu, juste en face de la Corne d'Or, près du quartier de Galata. Elle a été inaugurée en 1951. A été construite par 2 jeunes architectes juifs dont les noms ne laissent aucun doute sur l'origine, puisqu'ils s'appellent Elio Ventura et Bernard Motola. On voit ici l'origine ibérique de leur patronyme. Dans ce quartier existent quelques-unes des dernières vastes demeures également judéo-espagnoles. Elles sont construites autour d'une cour centrale. Ces maisons sont appelées Yahudihani, qui veut dire des maisons juives, et qui pouvaient être habitées par une famille élargie ou bien une congrégation. Et l'une des lieux conservés se trouve, pour ceux qui souhaitent le noter, si vous avez l'occasion d'aller à Istanbul, au numéro 56 de la rue Serdari Ekrem. Quelle date c'est, Emmanuel? Pardon? 1950? 1900? J'ai pas compris. 1900 ou 1800? Ah non, celle-ci est récente, hein. Elle date des années 1950. Parce qu'il y a eu des destructions. Alors en plus, elle a failli ne pas survivre. Elle a quand même été victime de 3 attentats. Le premier en 1980 qui a occasionné la mort d'un grand nombre de fidèles au moment de la sortie de la synagogue. Les 2 autres attentats ayant épargné de manière plus nette la communauté. Il n'y a pas eu de victimes à déplorer. La façade avait été concrètement endommagée. Et c'est peut-être une des raisons qui explique qu'aujourd'hui il soit aussi difficile d'y rentrer. Pour pouvoir s'y rendre, il faudra passer par le Haram Nashem dont je parlais en introduction, c'est-à-dire par le grand rabbinat d'Istanbul, faire une demande écrite par mail, ils vérifieront votre identité. C'est vraiment, on va dire un chemin de croix pour pouvoir visiter les lieux de culte en Turquie. Il faut montrer patte blanche. Les premières années où je m'y suis rendu, j'avais beau parler le turc, j'avais beau avoir la kippa sur la tête et sur la casquette, j'ai eu beau leur parler en hébreu, rien n'y faisait. Au début des années 2000, il m'a été impossible d'y rentrer. Il a fallu que j'intègre que dans la mentalité turque, eh bien désormais, le fait de vivre dans un pays musulman où le risque terroriste est prégnant, nécessitait effectivement de tels contrôles. Ce n'est pas de la part de la communauté turque de la mauvaise volonté. Ils ont eu à affronter tellement d'agressions qu'aujourd'hui ils préfèrent prendre les devants. Et là on peut comprendre, Neve Shalom, victime en l'espace de moins de 20 ans de 3 attentats pour certains mortels, eh bien il faudra véritablement effectuer des démarches administratives complexes pour pouvoir visiter cette synagogue, et plus encore pour avoir accès à d'autres lieux auxquels je n'ai toujours pas eu accès malgré de très nombreux voyages en Turquie. Je n'ai pas pu rentrer dans la synagogue Ashkenaz, par exemple. Oui, pardon. Juste, Emmanuel, en 2018, il y a toujours des offices? Alors, à Neve Shalom, oui, il y a des offices. Tous les Shabbats, sans aucun problème, mais les juifs stambouliotes n'étant pas parmi les plus religieux que compte la planète, ils s'étonnent que nous ne venions pas avec nos papiers d'identité.
Donc moi j'aurais expliqué que je ne porte pas le Shabbat, dans la mesure où Istanbul n'est pas doté d'un hérouf. Et la réponse a été alors vous ne rentrez pas. Donc beaucoup de gens ont été très déçus et l'ont pris de manière malheureuse. On pensait que c'était de la malveillance ou bien un manque d'accueil de la part de ces juifs turcs. Non, en fait ce sont vraiment des précautions liées au risque du terrorisme. Voilà tout. Donc voilà l'intérieur, photographié par mes soins. Vous me voyez d'ailleurs posant devant le Héral. Donc c'est une très belle synagogue hein, qui justement présente une architecture typique de l'architecture ottomane avec son dôme reprenant les modèles architecturaux initiés par Mimar Sinan au XVIe siècle et qui aujourd'hui caractérise l'intégralité des mosquées turques et ottomanes puisque toutes les mosquées des pays ayant été envahis jadis par l'Empire ottoman, présentent la même forme architecturale, hein, très reconnaissable et très distinct des formes architecturales du monde islamique maghrébin par exemple. Oui. Mais il y a des synagogues plus anciennes que ça? Oui, ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Naturellement, il y a des synagogues beaucoup plus anciennes. En Turquie, vous avez par exemple la synagogue d'Antioche. Antakya, il reste une quarantaine de juifs officiellement. À Istanbul, la synagogue d'Ashkenaz est plus ancienne. Le Héral est même au moins bicentenaire. Mais pour autre... Il y a celle d'Ortaqueuil. Pardon. Mais à Ortaqueuil, il y en a une très belle, que je présente d'ailleurs dans un de mes articles. Alors, je vous ai posé un certain nombre d'articles dont j'ai fait les photocopies sur la table. Il y a une synagogue qui rappelle même d'ailleurs l'exil des Juifs d'origine ibérique, puisque, chose unique au monde, la Teva, donc l'endroit où on monte pour lire dans la Torah, est en forme de navire, rappelant justement l'exil à travers la Méditerranée, hein, cet exil dont ont été victimes ces Juifs, mais qui en reconnaissance à Dieu ont décidé de construire cette Almémor, cette Teva, sous la forme d'un navire qui n'est pas non plus sans rappeler l'arche hein, du déluge de Noé. Donc cette permanence des pérégrinations, de ces exils hein, qui reviennent également dans les pratiques liturgiques de ces juifs originaires de péninsule ibérique. Voici une autre synagogue d'Istanbul qui n'est pas très connue, où j'ai eu l'occasion de célébrer un Shabbat. Étant formateur en bar mitzvah, j'ai eu la possibilité de former un jeune garçon d'origine stambouliote qui vit à Paris et qui a souhaité célébrer ses 13 ans dans la synagogue de ses grands-parents sur l'île de Büyükada, qui est l'une des 3 îles des Princes, localisée à une encablure d'Istanbul, hein, qui fait partie à l'égal pour Marseille de nos îles du Frioul. Donc c'est pas beaucoup plus loin, hein, vous pouvez y accéder en quelques minutes par bateau, et où se trouve une synagogue. Alors il faut savoir que Büyükada, c'est l'île qui est appelée l'île des Juifs en turc. Et il y a une autre des îles qui est appelée l'île des Arméniens, par exemple. Et puis il y en a une autre qui est appelée l'île des Grecs. Donc pour les Turcs, la chose est simple. Les Juifs ont beaucoup d'argent et ceux qui se sont fait construire des maisons au 19e, le début du 20e siècle, font partie de ces 3 communautés aujourd'hui honnies en Turquie, et ce sont les derniers havres de paix. Alors sur l'île, vous pouvez vous balader avec la kippa, il n'y a aucun problème. L'essentiel de la population en été parle l'hébreu, ladino ou français. Les 3 langues, les 3 lingua franca de la communauté juive stambouliote. C'est-à-dire que vous allez trouver une plus forte concentration de juifs sur cette seule île que dans tout le reste d'Istanbul, concentré, alors qu'Istanbul fait 15 fois la superficie de Paris. On circule à cheval, pas de voiture. Pardon? Ah oui, et on circule à cheval. Les seules voitures autorisées sur Büyükada, la poste, la police et l'ambulance. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Donc, des îles que je vous invite à visiter, parce que ce sont des lieux atypiques. Vous rentrez de l'embarcadère principal, à votre droite, vous avez la boucherie cachère, et un peu plus loin, quand vous remontez la rue principale à gauche, vous avez le premier restaurant cachère. À Istanbul, bon courage pour consommer selon nos pratiques. C'est très difficile. Comme je vous l'ai dit, les Juifs, ils sont majoritairement assimilés. C'est bien dommage. On vit de manière très excentrée dans des quartiers luxueux, à l'extérieur du centre d'Istanbul, à l'extérieur du centre historique. Ils vivent par exemple dans les hauteurs de Taraga, tout au nord de la ville. Voilà l'intérieur. Hein. Là aussi, on retrouve le fameux dôme ottoman, caractéristique de beaucoup de synagogues stambouliotes.
Passons maintenant à la Bulgarie. C'est l'une des plus belles synagogues du judaïsme judéo-espagnol. On fera difficilement plus beau. C'est également la plus grande synagogue séfarade d'Europe et probablement la plus grande du monde. 1300 places assises. Là, pour le coup, ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité. C'est une synagogue où j'ai eu un plaisir extrême à y célébrer un Shabbat et un Purim, ce qui m'a permis de voir, une fois n'est pas coutume, la communauté presque réunie à son grand complet, puisque beaucoup de familles sont malheureusement aujourd'hui mixtes. Alors, mixte ne signifie pas dans ce cas-là séfarade et ashkenaz, mais en réalité, il y a beaucoup de mariages réalisés avec des Bulgares orthodoxes, mais ces gens se prêtent volontiers au jeu lors des célébrations de Hanouka, de Purim, de Pessah, m'a indiqué le rabbin de la communauté qui venait d'arriver quelques temps plus tôt et qui est originaire d'Amsterdam, une autre communauté justement ladinophone ou lusophone, puisque les juifs d'Amsterdam sont majoritairement des séfarades originaires du Portugal mais également d'Espagne. Et donc il était normal pour eux de récupérer un juif qui connaisse leur tradition mais qui soit un peu religieux pour remonter cette communauté en déshérence. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que par ailleurs les deux rabbins de la communauté, l'un Lubavitch, Chabad, donc c'est un chaliar envoyé depuis Israël, et le rabbin donc hispanophone et lusophone originaire d'Amsterdam s'entendent très bien et font en sorte que les différents quartiers où vivent les juifs puissent accueillir des offices de manière régulière et de ne jamais marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment notable et intéressant à signaler, puisqu'ils font revivre cette communauté où il y a une véritable joie de vivre chez ces jeunes juifs qui apprennent l'hébreu, qui apprennent le ladino encore, qui montent des pièces de théâtre dans ces deux langues et qui en ont donné des représentations. Lorsque je m'y suis rendu en 2010 à Purim, j'ai eu l'occasion d'entendre ces deux langues chantées et parlées par des jeunes adolescents. Cette synagogue a été inaugurée en 1909. Alors, chose intéressante à signaler, elle a été inaugurée en présence du tsar bulgare Ferdinand Ier. Elle reprend une architecture néo-mauresque qui rappelle justement l'origine de ses fidèles. Aujourd'hui, seule une cinquantaine de personnes la fréquentent on va dire, le Shabbat ou pour les fêtes principales. Et je vous ai dit, il faudra vraiment vous y rendre pour des célébrations festives comme Purim ou Hanouka si vous souhaitez voir davantage de personnes à l'intérieur de ce magnifique édifice. Voici la synagogue de Belgrade où j'ai eu l'occasion de passer un Shabbat en 2009. Elle a été inaugurée en 1926, elle s'appelle Soukat Shalom. Elle reste officiellement le seul bâtiment juif actif de la capitale serbe et probablement du pays. Elle est de style néoclassique et a été transformée en maison close pendant l'occupation, mais a, Dieu merci, récupéré sa vocation religieuse à l'issue de la guerre. Elle est placée de manière très centrale dans la ville. Elle est connue des Serbes qui ont su parfaitement nous indiquer son emplacement lorsque nous l'avons recherché le Shabbat, n'ayant pas à notre disposition de GPS, il va de soi. Dans l'ex-Yougoslavie, nous avons également un patrimoine judéo-espagnol très intéressant en Bosnie-Herzégovine. Les synagogues de Sarajevo. Alors, petite devinette, selon vous, laquelle est séfarade, laquelle est ashkenaz? Bien sûr, vous imaginez que la séfarade, c'est celle qui présente un arc outrepassé, un arc en fer à cheval. Il va de soi que c'est celle qu'on associerait effectivement au courant ibérique, arabo-andalou. Eh bien non. Bien sûr, si on pose la question, c'est que c'est le contraire. En réalité, celle que vous voyez à votre gauche, c'est la synagogue ascétique, qui est un bâtiment de forme mauresque, qui est certes ancien, mais qui en réalité est très jeune par rapport à la synagogue séfarade, qui est la plus ancienne aujourd'hui conservée dans les Balkans, l'une des plus anciennes conservées en Europe et même dans le monde. C'est une synagogue qui date du XVIe siècle et qui est construite selon les normes architecturales de l'époque, c'est-à-dire de manière très sobre sous la forme d'une maison. Il ne fallait pas attirer l'œil et ne pas provoquer les populations musulmanes ou chrétiennes voisines. Et on pourrait aisément
circuler à proximité sans s'apercevoir qu'il s'agit d'un lieu de culte. 16e siècle, une synagogue. L'intérieur, pardon, 16e siècle, une synagogue séfarade. c'est une synagogue séfarade. Tu veux dire qu'ils sont partis directement là-bas? Directement. Ces juifs se sont installés au XVIe siècle, D'accord. à Sarajevo. Sarajevo est l'une des villes où il y a le plus grand nombre de locuteurs du judéo-espagnol aujourd'hui dans les Balkans, dans la région des Balkans, puisque la communauté juive ladinophone la plus connue avant-guerre étant celle de Thessalonique, 90 à 93% de sa population a été exterminée au cours de la Shoah. Et bien aujourd'hui, c'est la communauté de Sarajevo qui a pris le relais dans la transmission de cette tradition. On m'a indiqué, lorsque j'étais sur place, vers 2009-2010, je ne sais plus exactement, on m'a indiqué qu'il y avait encore 700 personnes inscrites dans la communauté. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire. J'ai créé, il y a 5-6 mois, une page sur Facebook qui s'intitule Patrimoine et culture du judaïsme, qui est fréquentée par désormais près de 800 personnes au quotidien. Alors, il y a plus de 6000 lecteurs au quotidien, mais il y a déjà 800 abonnés, et parmi eux, des gens de régions auxquelles on ne s'attendrait pas du tout. Et des personnes du monde entier me contactent, parce que j'y interagis dans différentes langues, et je parle de leur communauté. Et à cette occasion, une dame m'a interpellé par message privé il y a quelques semaines. Elle est originaire du sud de la Serbie, et elle vient de la ville de Niš. Elle me dit, je suis président de la communauté. Alors je lui dis, mais moi quand je me suis rendu en Serbie, j'ai essayé de parcourir vraiment tout votre patrimoine, de retrouver les différentes synagogues. Au cours d'une précédente conférence, j'avais eu l'occasion de parler de celles du Nord, mais qui sont des traditions Ashkenaz, les synagogues de Subotica et de Novi Sad, qui malheureusement aujourd'hui sont devenues des salles de spectacle n'accueillant plus aucune communauté. Et elle me dit, non, mais nous sommes encore une trentaine, on essaye d'être actifs, si vous avez l'occasion un jour de parler de nous, ce serait vraiment très agréable. Donc je lui ai proposé d'envoyer des documents, et j'ai eu l'occasion de faire un post récent concernant sa communauté. Voilà, donc parfois on a de bonnes surprises. Grâce à Internet, eh bien, on peut redécouvrir des communautés totalement inattendues. Elle m'a envoyé le nom de son site. Alors ils ont même vraiment un site qui est digne de notre consistoire de Marseille, alors qu'ils sont 30 à l'animer. Et elle fait un travail extraordinaire. Donc ces communautés refusent de mourir, refusent de disparaître, et heureusement, et se battent pour accueillir et des offices, et des célébrations, et des concerts liturgiques, de sorte à perpétuer leur tradition. Ici, vous avez le cimetière de Sarajevo qui est l'un des... Pardon, excusez-moi. Vous aviez une question? Je voulais dire, quand quelqu'un a demandé s'ils sont venus directement d'Espagne... Alors, ils ont transité généralement. La plupart, c'est pour ça qu'ils arrivent au XVIe siècle, en fait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au travers de l'explication historique, par le biais de la langue, je vous ai dit, la majeure partie d'entre eux ont d'abord migré via le Portugal, puis certains se sont arrêtés en Italie du Sud, notamment en Sicile, où des recherches archéologiques sont en cours, mais elles sont très récentes, donc je n'ai pas souhaité ce soir présenter les derniers travaux qui ont été réalisés à cet égard. D'autres sont allés dans le nord des Balkans, dans des régions comme la Slovénie, où n'ont pas toujours été très bien accueillis, et ils se sont maintenus plus généralement vers la Serbie, vers la Bosnie-Herzégovine, ou encore le nord de la Grèce, qui étaient des parties de l'Empire ottoman. Alors pourquoi dans l'Empire ottoman? Eh bien parce que Bajazet II, Beyazıt II en turc, les a accueillis à partir de 1492. Un ministre de ce sultan a eu la bonne idée de lui recommander de faire venir des juifs ibériques qui au même moment étaient expulsés par le décret de l'Alhambra dont nous avons parlé précédemment, et lui a dit les juifs ils savent faire de l'argent, et nous avons récupéré Istanbul il y a peu lors de notre victoire sur les Byzantins en 1453, cela vaudrait peut-être le coup d'y accueillir une population qui pourrait faire profiter de ses savoirs et de ses qualités en matière de négoce, une ville qui aspire à devenir un territoire prochainement européen. Les Turcs ayant toujours aspiré vers l'Europe, ils se sont toujours étendus vers notre continent plutôt que vers l'Asie dont ils étaient originaires. Donc ils ont accueilli ces Européens avec bienveillance, ont été installés dans des quartiers où on a sommé les populations de les accueillir de la manière la plus enthousiaste possible, et on leur a donné des charges, des titres qu'ils ne pouvaient même pas imaginer dans les États européens à la même époque. C'est ce qui explique qu'ils aient afflué de manière aussi massive dans ces territoires.
mais merci de m'avoir permis de reclarifier ce point, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, comme la Bulgarie, ou la Grèce à l'époque, hein, jusqu'à 1830, jusqu'à la date de l'indépendance de ce territoire, et pour la Bulgarie ce sera plus tardif, hein, 1878, eh bien tous ces territoires sont sous occupation ottomane, et donc si le sultan propose d'y intégrer les juifs à la vie locale, les populations vont pas bien se tenir. Et c'est pour cela qu'on retrouve donc dans toute cette partie de l'Europe balkanique et de la Turquie actuelle, ces populations juives en si grand nombre. Je voulais rajouter aussi, c'est à Sarajevo qu'on a retrouvé une Agada. Je vais en parler, vous imaginez bien, je vais aborder la question. Mais vous avez raison de le préciser. Le cimetière de Sarajevo est splendide. C'est un cimetière qui a un charme fou. Il est situé sur un coteau, bien sûr, hein, comme à l'habitude, on donnait toujours les terres les moins arables, les moins habitables, les moins constructibles aux Juifs pour y installer leur sépulture, leur lieu de mémoire. Donc vous êtes sur les hauteurs de Sarajevo, depuis lesquelles vous avez une vue imprenable sur la ville, et ces tombes en pierre qui aujourd'hui, eh bien, dandinent à droite et à gauche, rappellent par leurs inscriptions lapidaires le nom des Juifs qui y sont inhumés. On a des noms, bien sûr, en judéo-espagnol, avec des consonances ibériques en O, en A, qui indiquent clairement l'origine des défunts. Voilà la fameuse Agada dont vous parlait Madame. Alors, comment parler du judaïsme ladinophone de Bosnie sans évoquer le document liturgique des expulsés d'Espagne le plus vieux et le plus précieux? Conservé dans le musée national de Bosnie, localisé à Sarajevo, il s'agit d'une Agada, donc le texte qui rappelle l'Exode et qu'on lit à la fête de Pessah. Cette Agada est originaire, d'après les recherches qui ont été effectuées, de Barcelone. Elle aurait été réalisée par un artiste au XIVe siècle, mais comment a-t-elle atterri en Bosnie-Herzégovine? Nul ne le sait. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de cette Agada, qui est une histoire ô combien passionnante. Elle est passée de main en main jusqu'à atterrir dans ce fameux musée où elle est conservée de manière très difficile. Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai pu prendre le cliché que vous voyez à gauche. Les autres clichés sont en revanche extraits d'Internet, puisque vous n'avez pas accès aux documents de façon directe. Elle est protégée par une vitre blindée qui la sépare totalement du public et qui ne permet pas, en dehors du facsimilé disponible sur ordinateur, de voir le document original. C'est un document très précieux, c'est le document auquel l'ex-Yougoslavie tient comme à la prunelle de ses yeux. Et Israël, comme les États-Unis, ont plusieurs fois fait des requêtes pour pouvoir l'emprunter, récemment encore, voire pouvoir l'acheter et faire en sorte que les musées de Bosnie-Herzégovine, avec cet argent, puissent avoir une fréquentation plus importante. Eh bien, Sarajevo a systématiquement dit « ça fait partie de notre patrimoine depuis des siècles, cette Agada doit rester dans son lieu d'origine et nous la conserverons du mieux que nous pouvons ». Sur ma page Facebook, j'avais indiqué justement il y a quelques mois la disparition de cette Agada qui avait été reléguée dans les caves, puisque le musée n'avait plus la possibilité de poursuivre sa mission de conservation et n'avait plus la possibilité de la montrer au public. Il semblerait que depuis quelques semaines, depuis février, elle soit à nouveau disponible moyennant la somme de 15 €. Donc il va falloir vous indiquer auprès des autorités, demander à la voir en amont par email, et si autorisation est donnée, eh bien vous pourrez l'avoir moyennant finance. Ce qui est dommage parce que c'est véritablement le joyau de cette ville, le joyau de ce pays, je dirais même. C'est le texte standard de la Agada. Ah oui, c'est le texte standard, avec des enluminures. Avec des enluminures qui ont gardé justement tout leur cachet d'origine. Elle n'a pas fait l'objet d'une restauration très importante. Ce document a été véritablement conservé tel qu'il a été réalisé il y a 6 siècles de cela. Malheureusement, les conditions de conservation deviennent très précaires depuis la guerre de Bosnie, qui a miné les finances de ce petit pays, qui peine justement à reconstruire Sarajevo, qui peine à reconstruire Mostar. Je me suis rendu à Mostar, j'ai pas voulu vous saper l'ambiance. Je suis arrivé devant un terrain vague où vous avez une étoile de David.
Voilà, la synagogue, il n'en reste plus rien. C'est un terrain vide et il n'y a plus guère que la porte, le portail d'entrée qui témoigne de l'antique présence d'une communauté juive dans cette ville. C'est par ailleurs un des rares lieux d'Europe où je me suis senti très mal. On était censé loger à Mostar et l'ambiance y est tellement délétère. Dès que je prononçais le mot Yevresko, juif, les gens soit me tournaient le dos, soit m'insultaient, soit partaient en courant. C'était quand ça En 2010, 2009. En 2009. Mostar n'est pas la ville cosmopolite que l'on peut par ailleurs trouver à Sarajevo. À Sarajevo, le centre-ville est impressionnant. Le centre historique accueille une église évangélique, une église catholique, la synagogue ashkénaze, la synagogue séfarade et 2 mosquées dans un périmètre qui fait, je dirais, je sais pas moi, la taille de la place Castellane et de ses alentours. Voilà, c'est-à-dire vraiment dans un périmètre très restreint. Sarajevo, on voit que c'était la ville cosmopolite qui n'aurait pas dû souffrir d'une guerre interethnique telle qu'on l'a connue dans les années 90. Mais les consciences sont ébranlées. Et à Mostar, les blessures ne se sont pas refermées depuis la guerre et les juifs n'y sont pas les bienvenus. C'est un antisémitisme majoritairement musulman. À Mostar, il n'y a plus de chrétiens, ou presque plus de chrétiens non plus. Et les gens n'apprécient pas le mot Yevresko, qui pour eux évoque que de mauvais souvenirs. Allez savoir pourquoi. On va terminer par la synagogue de Thessalonique, en Grèce, qui a énormément souffert de la guerre. Vous voyez ici, telle qu'elle a été rénovée du mieux que l'on peut. L'intérieur a été saccagé par les nazis. C'est le seul lieu de culte qui existe encore dans l'ancienne Jérusalem des Balkans. Cette ville a accueilli, avant 1917, une population tellement importante que les chiffres donnent 80% de juifs pour 20% de grecs orthodoxes. Donc, vous aviez 8 personnes sur 10 qui, à Thessalonique, étaient juifs et quasiment tous d'origine ladinophone, donc judéo-espagnole, d'origine ibérique. Cette population a été totalement exterminée pour la simple et bonne raison que les nazis, en fait, s'appuyaient sur les modèles ethniques des endroits qu'ils annexaient pour déporter les juifs. Et ils savaient que les Ottomans avaient comme pratique traditionnelle pour faire le recensement d'appeler chaque communauté les unes après les autres sur la place publique pour les dénombrer. C'est ce qu'on appelle le dénombrement des millettes. Ça se faisait de manière très habituelle en Turquie, en Grèce, dans les Balkans. Ils sont arrivés dans ces endroits et dans chaque ville, ils ont appelé les juifs à venir se faire recenser. La plupart ne se sont pas méfiés. Ils sont arrivés, les trains les attendaient, ils ont été déportés pour la plupart d'entre eux vers le camp de Treblinka, certains à Auschwitz, où ils ont été quasiment tous exterminés. Primo Levi parle de ces juifs grecs qui voient débarquer à Auschwitz, ou plutôt, pardon, qu'il a vu en arrivant, lui, qui a débarqué à Auschwitz de manière tardive, et il dit que c'était les plus petits numéros. Ce sont ces juifs qu'on va retrouver parmi les Sonderkommando, notamment dans les chambres à gaz. Il y avait 2 témoins vivants de ces anciens Sonderkommando originaires justement de Thessalonique, qui sont d'origine judéo-espagnole. C'était notamment Shlomo Venezia et son frère, qui lui n'a jamais souhaité témoigner devant les classes ni devant les médias, qui lui est encore en vie. Shlomo Venezia, par contre, est décédé, Zironi Evracha, il y a quelques années de cela, enterrant avec lui ses souvenirs et sa mémoire de l'Holocauste. Ce patrimoine juif, tellement marqué par la Shoah, se ressent même lorsque ces derniers juifs de Salonique sont allés s'installer en Israël. Ils ont construit une synagogue, là où ils sont arrivés au XXe siècle. Et cette synagogue, qui est en forme de coquillage, en fait, rappelle les fameux coquillages que l'on trouve sur le littoral salonicien. D'où la forme. Elle a été construite en 1980 et la plaque à l'entrée que vous n'arrivez pas à lire ici, en fait, indique en mémoire de nos disparus. Donc, elle a été bâtie vraiment dans un souci de perpétuer le souvenir des déportés, le souvenir de ceux qui ne sont jamais revenus des camps de la mort. Je vous remercie donc de votre écoute je terminerai simplement par une très courte synthèse. Vous l'aurez compris,
La culture ladino est partout présente. Si sa langue est aujourd'hui en perte de vitesse, ses traditions culinaires et liturgiques continuent quant à elles d'accompagner les juifs séfarades du monde entier. On mange judéo-espagnol, on prie à la mode judéo-andalouse, on entend des poèmes liturgiques originaires de péninsule ibérique ou composés par des descendants des premiers Mégorachim. Cette culture brillante en est venue par métonymie finalement à désigner une grande partie du monde juif oriental, réparti tout autour du bassin méditerranéen et outrageusement appelé séfarade. Alors oui, il est vrai que le judéo-espagnol pourrait un jour disparaître, et comme on dirait en judéo-espagnol, que mal mos mosquere, que Dieu nous en préserve, mais l'héritage du peuple qui en fut jadis les locuteurs, lui se perpétuera ailleurs, avec le souvenir d'une culture aussi brillante que chaleureuse, aussi colorée que généreuse. Et Martine, elle est partie? Non, je voulais terminer par une dernière petite musique, mais Alors Martine. Une dernière petite musique. La synagogue là à Marseille, c'est pas ladino ça. Pas du tout. Celle qui est en dessous par contre, aux Airs d'Alim. Mais comme nous sommes à Marseille, eh bien j'ai l'habitude d'honorer justement la synagogue bretonne qui est la plus connue, mais juste en dessous, la synagogue aux Airs d'Alim. Malheureusement, je n'ai pas pu y accéder parce que vous le savez, en dehors des offices du Shabbat, elle est très difficilement accessible. Mais c'était l'ancienne synagogue des Juifs de tradition ladinophone. Mais il y a plus fini ça. Ah voilà. La tradition. Ceux qui sont originaires de ces régions la connaissent. Et malheureusement, en dehors du Shabbat, je ne l'ai jamais vu. Le Shabbat? Voilà,